Je fais 1-2 dans le micro. Je fais encore 1-2 dans le micro pour faire un essai. 2 micros, est-ce que ça marche bien? Bonjour à tous, parce qu'on peut se permettre ici de parler un peu l'occitan, les gens comprennent. C'est MFM, c'est l'Étonnant Festin. L'Étonnant Festin est une association qui est basée à Clermont, mais qui est répartie sur tout le Massif central, très adossée au projet de capitale européenne de la culture de Clermont-Ferrand, Massif central 2028. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'Aïol pour la fête du l'Aïol AOP, 60 ans, c'est pas rien. Nous allons découvrir en fait un certain nombre de choses autour de la dynamique qui existe sur l'Aubrac, autour de la ville de l'Aïol, autour de l'appellation l'Aïol, mais aussi de tous les gens qui gèrent en fait et qui dynamisent ce territoire comme un territoire riche de son alimentation, de son identité, de sa connaissance. C'est exactement le sens des émissions de l'Étonnant Festin. La dernière était aux Nuées Ardentes, juste au pied du Puy-de-Dôme. La prochaine sera sur la place du Marché Couvert au Puy en octobre. Aujourd'hui, nous sommes à l'Aïol. Allez, c'est parti. Rebonjour, c'est vraiment le début de cette émission MFM. MFM, ça veut dire menu festin massif. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on trouve ça chouette. Certains ont trouvé d'autres mots pour désigner cette émission. On a tendance à dire aussi que c'est une émission qui fait me, qui fait f, qui fait M. C'est une émission qui raconte en fait le territoire dans sa diversité, dans sa dynamique. 4 invités pour cette émission, deuxième de la série. Jacinthe Bessières. Bonjour Jacinthe. Faut prendre le micro, Jacinthe, et il faut le poser sur... C'est nickel comme ça. Voilà. Merci. Vous êtes originaire d'ici, m'a-t-on dit? Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes maître de conférences en sociologie, vous enseignez à l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation à l'Université de Toulouse. Et vous avez, on peut vous lire dans plusieurs ouvrages, dont un qui m'a en particulier plu, qui je crois est extrait de votre thèse de 3e cycle, qui concerne le patrimoine alimentaire sur, en particulier, le territoire de l'Aubrac, mais pas seulement. Si je me souviens bien, il y a le Roquefort. Il y a le Pays de Roquefort et le Périgord noir en Dordogne. D'accord, qui sont des éléments en fait de comparaison de ce qui se passe sur ces 3 territoires. On revient pour découvrir avec vous votre vision en fait de ce patrimoine alimentaire sur l'Aubrac. Si vous pouvez prêter votre micro à Sébastien Bras, certains l'appellent Séba, je ne vais pas oser. Tu peux. Je peux? Tu peux. Ah ben, on se tutoie, Sébastien, c'est ça? Comme tu veux. Bon, d'accord, ok. Sébastien Bras, tout le monde vous connaît. Vous avez repris le Suquet en 2009? Oui, dans ces eaux-là, oui, c'est ouais, ça. Je crois que c'est 2009. Oui. Vous êtes donc... Est-ce que vous faites, faut dire comme avec votre papa, cuisinier plutôt que chef? Cuisinier, amoureux de son territoire et qui essaie de le partager avec ses hôtes. Oui, le territoire est extrêmement important pour vous. J'ai noté en particulier, vous parlez beaucoup de la famille, du territoire et du patrimoine de ce territoire et d'une sorte de dynamique donnée par ces 3 éléments. Oui, parce qu'il faut savoir, moi je suis un des derniers enfants nés à l'Aïol. Et ah donc bon ça, je l'ai. Oui. Il n'y en a plus beaucoup après moi. Donc ça, si tu veux, pour moi, c'est très important. Et cette idée de défense du territoire, évidemment, je l'ai au fond de mon cœur et on s'applique tous les jours à faire partager voilà, notre histoire, celle de notre territoire, de son économie, de son savoir-faire. Certains diraient que vous êtes des passeurs. Vous prenez des produits bruts, des produits de la nature, des hommes, et vous le faites basculer dans la culture en le cuisinant et en donnant à manger. On a un lien très fort, évidemment, à notre Aubrac, à son univers végétal, mais pas que. Tout cet univers autour de l'élevage, du fromage. Moi, j'ai été éduqué autour de tout ça. Je suis petit-fils d'agriculteur. J'ai passé toutes mes vacances auprès des vaches, auprès de la traite, à boire du lait cru au retour de la traite le soir. Donc tout ça, je l'ai très profondément ancré en moi. Juste une précision, nous avons des verres de vin dont il ne faut pas abuser, bien évidemment, ça vous le savez, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, qui vient de juste à côté les vignerons d'Olt, et c'est un vin qui vient d'Estaing. Estaing, c'est un petit village sur la vallée de la Truyère, qui est juste à côté d'Entraigues-le-Fel, qui est l'autre appellation de cette zone de l'Aveyron.
Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas quelques vignes qui touchent au Cantal, vraiment sur le sommet des coteaux. Autre appellation de l'Aveyron, très connue, c'est le Marcillac. Mais là, c'est de l'Estaing que nous a offert gracieusement les vignerons d'Olt. Allez les voir, ils ont plein de trucs à goûter. À ma gauche, Géraud Valadier. Bonjour Géraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actuel président de la coopérative Jeunes Montagnes. Vous avez succédé à Gilbert Sestrière, mais c'est votre papa, André, qui avait créé en fait la structure. Oui, tout à fait. C'était dans les années 60. Alors moi, je suis un tout jeune président puisque ça fait à peine un an que je suis à ce poste-là. Mais au-delà de ces postes-là, ce qu'il faut retenir de la filière Jeunes Montagnes et de l'aventure Jeunes Montagnes, c'est, je pense, l'esprit collectif qui nous a porté depuis le départ, depuis le démarrage. C'est l'ensemble des producteurs, des salariés, des conseils d'administration qui se sont succédés et qui ont fait que l'aventure, elle perdure et qui fait que Elle perdure et elle marche. Elle perdure et elle marche et on espère qu'elle va fonctionner encore longtemps. Et on est très fiers, nous, aujourd'hui, d'accueillir l'ensemble des participants à ces journées anniversaires, en fait, parce que c'est un double anniversaire, puisqu'on fête les 60 ans de la coopérative et les 60 ans de l'AOP, l'Aïol. Ça donne à comprendre que c'est la coopérative qui a porté le dossier auprès de l'INAO, de l'Institut national des appellations d'origine, de l'appellation d'origine protégée, contrôlée à l'époque, du l'Aïol. C'est un peu ça, puisque dans les années 60, où la production de l'Aïol a failli disparaître avec le déclin des burons, c'est vraiment les éleveurs de l'époque qui ont créé la coopérative Jeunes Montagnes, qui ont repris, entre guillemets, le flambeau, et qui effectivement ont porté le projet et la demande d'appellation à l'époque. Vous venez de parler de la fin des burons, qui a été un moment fort dans l'histoire de la production du l'Aïol. Je vais juste préciser qu'il y a quelques photos qui nous ont été aimablement confiées par Jean-Dominique Lajoux, qui est le photographe qui a accompagné la grande enquête du CNRS dans les années 60, et qui sont des photos faites dans les burons, effectivement, si je ne me trompe pas, entre 63 et 64, et on peut découvrir justement des gestes qui aujourd'hui sont plus exactement les mêmes, mais qui reproduisent en fait l'esprit dans la fabrication du l'Aïol. Oui, vous faites référence à cette étude du CNRS. La seule faite en France à cette échelle-là. Exactement. Et c'est d'autant plus remarquable qu'à l'époque, cette étude avait été faite. Les chercheurs se disaient, bon, il faut absolument qu'on aille sur l'Aubrac parce qu'il y a tout un pan de la culture qui va disparaître. Donc il faut qu'on fixe sur un support. Alors c'était des photos, mais c'était aussi beaucoup de travaux de recherche. Et des films. Et assez invraisemblables. Oui, beaucoup de films dans tous les domaines. Hein. Je vois très bien un artisan qui fabrique des sabots. Et puis, il y a bien sûr tout un tas de séquences dans les burons. Qui sont libres d'accès sur Internet. On peut le dire ça au public. Ils peuvent aller voir. Ils tapent par exemple L'homme des burons. C'est Firmin qui est filmé. Ouais. Et c'est assez extraordinaire d'entendre sa narration de son travail, de la fierté de son travail. Ouais, il y a un forgeron aussi qui est assez remarquable. Et c'est vrai que je pense que les chercheurs à l'époque n'imaginaient pas que 60 ans plus tard, on se retrouverait dans des manifestations comme celle-ci, avec un Aubrac dans sa globalité, avec toutes ces productions, toutes ces personnalités. On a Sébastien à cette table, qui font vivre ce territoire et qui participent réellement à la dynamique locale. Pour continuer la présentation, Benoît Rosière, juste à votre gauche. Bonjour Benoît. Bonjour. Et vous êtes justement cette vision moderne de ce que peut être la production fermière, tout en restant coopérateur de Jeunes Montagnes, de fromage de l'Aïol. C'est-à-dire que vous produisez du lait que vous confiez à la coopérative, mais vous gardez la moitié de votre lait pour faire du l'Aïol sur votre exploitation. Voilà, c'est ça. À peu près la moitié de notre production est livrée à la coopérative Jeunes Montagnes et l'autre moitié est transformée en l'Aïol fermier presque exclusivement. C'est votre... Alors, je vais essayer de le montrer, j'ai une petite caméra. C'est votre l'Aïol. C'est ça. Oui. Alors moi, comme je suis un peu un râleur, j'ai dit ça, c'est une pâte d'hiver, hein, vu la couleur. Ça, oui. Il a 5 mois, donc... voilà. Jason, tu goûtais? Tastalou. C'est bas. C'est quoi l'intérêt de produire à la ferme?
On reviendra sur votre relation avec Jeune Montagne, parce qu'il y a une histoire qui est assez belle, mais pour vous, c'est quoi l'intérêt de produire à la ferme? Nous, l'intérêt, c'est d'avoir la fierté déjà d'aller jusqu'à un produit fini. Il y a quand même un goût d'aller jusqu'à un fromage, voilà, qui est fait sur la ferme. Après, ça nous permet aussi d'avoir plus d'emplois sur la ferme. Donc, quand on a une activité laitière, d'avoir du monde, de pouvoir se libérer un peu plus de temps. Voilà. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de valeur du travail? C'est-à-dire que c'est votre fromage, c'est celui que vous faites cailler, que vous allez presser, que vous allez émietter, que vous allez saler, que vous allez former. Mais c'est ce que je disais au départ, hein, c'est la fierté d'aller jusqu'à un produit fini et puis d'apporter une diversité dans cette appellation, voilà, avec un produit qui est fait à la coopérative et après plusieurs layioles qui ont une certaine homogénéité mais avec des caractéristiques sensorielles voilà, différentes selon là où on se place dans la zone. Merci Benoît. Je vous avais promis de vous bousculer un petit peu pour commencer cette émission. Je viens de temps en temps à l'Aïol. La première fois que j'ai dû venir, ça devait être dans les années 70. C'est plus le même pays. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qui a mis en route cette dynamique et cette reconnaissance, je me tourne vers vous Jacinthe, sur ce territoire plutôt isolé, tout autant isolé que la vallée de Mandaille au pied du plan du Cantal, tout autant isolé que les jasseries qu'il y a au-dessus d'Ambert, tout autant isolé que le Sancy où est fabriqué le Saint-Nectaire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Aïol? Je vous fais un restaurant de 3 étoiles. Ça a été compliqué au départ. Moi, je me souviens de coups de fil à Michel dans les années 80 qui disait « je suis prêt à arrêter ». Mais ça a fonctionné. Un charcutier qui vend dans la France entière de la viande et de la charcuterie, Conquet. Un fabricant de foisses, il n'est pas de ma famille, Roux, qui vend des foisses dans la France entière. Un boulanger qui est passé chez Bras, Artaud, qui s'est installé, on fait des sujets sur les journaux télévisés sur ce boulanger. Jeune Montagne, on parle de vous depuis longtemps. Le couteau, on connaît l'histoire avec Thiers où il se tire la barbichette pour récupérer le nom. Et aujourd'hui, je me suis baladé dans les rues de l'Aïol hier, il y a un monde qui n'est pas possible. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Jacinthe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est une mise en route individuelle? C'est le fait qu'il y ait eu ce restaurant qui est apparu, qui a tiré tout le monde de la coopérative, où ils se sont en fait aidés? C'est quoi l'histoire de ce pays? Alors l'histoire, je ne vais pas la refaire, mais simplement, je pense qu'il y a eu une conjonction de facteurs extrêmement favorables. Je pense au fil du temps et au fil de ces dernières décennies. Et notamment, je pense qu'il y a eu déjà des électrochocs, des effets complètement catalyseurs qui, à un moment donné, ont permis de se dire on est en train de disparaître, on va mourir et finalement, il faut absolument se saisir de ce que l'on est, de ce que l'on a et des potentialités du territoire. Et je crois qu'il y a eu aussi des acteurs extrêmement meneurs, leaders sur ce territoire qui peut-être, il n'y a pas eu ailleurs, peut-être, si on parle de manière comparative. Alors effectivement, tu as cité les principaux acteurs qui ont permis que la locomotive, finalement, marche, s'envole et puis accroche des wagons petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a étonnamment, je dirais, une mise en cohérence, une mise en stimulation d'acteurs fédérateurs autour des ressources agroalimentaires, des ressources agricoles et plus généralement touristiques, parce qu'on parle du paysage, tout comme on peut parler de l'artisanat ou des ressources agricoles. Et je dirais juste, donc il y a cet effet-là, extrêmement territorialisé lié à cette identité culturelle, même locale, mais il y a aussi un effet d'engouement du côté de la demande extérieure. C'est-à-dire qu'il y a aussi une mise en dialogue qui a permis, je crois, cet effet de solidarité et de réussite. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? On a une demande extérieure des consommateurs qui sont en recherche et qui sont en quête de ce type de phénomène. Et on le sait, ces dernières décennies le montrent encore plus, avec des demandes sociales, touristiques, mais pas que. Un consommateur, un mangeur qui est en quête de retour, de local et de ce type de paysage et d'initiative. Juste avant de passer le micro à Séba, justement pour avoir sa réaction là-dessus, il y a d'autres choses que tu ne cites pas. La communauté aubrassienne parisienne, est-ce qu'elle n'a pas eu une importance énorme dans cette mise en valeur de leur origine
qu'ils n'ont plus réinvesti de manière folklorique, mais de manière économique. Et effectivement, en termes d'authenticité, qui est un mot que tu ne cites pas, est-ce que l'intérêt... Je vais citer un exemple que je cite souvent, c'est le papa de Géraud. Quand je l'interviewe en 85-86, il fait une phrase que je trouve mais d'une modernité totalement folle dans ces années-là. Il me dit, vous comprenez, si on avait des troupeaux de Primolstein, des Primolstein qui sont des usines à lait, feraient un lait triste. Et avec ce lait triste, on ferait un mauvais fromage. Donc nous, on veut avoir des bêtes qui sont habituées à la montagne et qui vont faire un lait qui soit plutôt souriant. Et j'étais très surpris parce qu'à cette époque-là, personne dans le monde agricole n'avait ce genre de discours. Est-ce que ce n'est pas ces éléments-là aussi qui ont été déterminants ? On ne peut pas tout citer, mais je crois qu'effectivement, les Aveyronnais de Paris, ces amicales-là ont joué un rôle aussi extrêmement fédérateur. Parce qu'à Pierrefort, ce n'est pas le même résultat. Ah, oui. Ils ont des héliports, ils ont des jaguars, mais ça peut jouer sur le pays. Ils ont aussi exporté ces savoirs et savoir-faire au-delà, c'est-à-dire au-delà du territoire. Hein. Ce local ne veut pas dire bocal. Hein. Donc on est bien dans... Bien, Jacinthe. Donc effectivement, on est bien dans une exportation, une diffusion, une circulation, une irrigation de ces savoirs et savoir-faire au-delà du territoire. Séba, réaction, hein, on peut être local sans être bocal. Je l'adore, celle-là. Non, mais je crois aussi que ce territoire qui n'est pas facile d'accès, l'Aubrac, voilà, on est un petit peu perdu, on n'est pas nombreux, on a un climat très particulier. Et je crois que c'est cet ensemble de choses aussi forment des caractères forts, avec des hommes qui ont envie voilà, de défendre leur pays, d'aller jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, une citation qui me plaît beaucoup, que je répète à mes jeunes sans arrêt au Suquet, là-haut, c'est la suivante. « Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille ». Donc je crois que voilà, ce territoire a formé des hommes avec des forts caractères qui se sont donné les moyens d'aller jusqu'au bout des choses et de produire des choses fortes qui soient très identitaires de notre territoire, avec des qualités vraiment extrêmes. Du moins, les hommes se sont donné les moyens d'aller jusqu'au bout des choses. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais la Margeride, qui est un peu mon pays, les gorges de l'Allier, il ne s'est pas passé ça. Pourtant, le caractère est tout aussi fort. Le plateau du Césalier, qui ressemble étrangement quand même à l'Aubrac, avec cette herbe étendue à l'éternité, il ne s'est pas passé ça. Est-ce qu'il n'y a pas une revendication, en fait, je suis d'ici, j'en suis fier, qui est un vrai problème, en fait, sur une grande partie du Massif central. On évoquait hier soir, en discutant un peu à bâton rompu avec Géraud, la relation à la langue, où, en fait, il y a eu 100 ans où on a expliqué aux gens de l'ensemble du Massif central, il ne faut pas, c'est mal, c'est plouc. Et d'un seul coup, une prise de conscience de j'ai une singularité et c'est pas dans l'imitation des autres que je trouverai la dynamique, mais c'est dans ma singularité. C'est ce que vous racontez chez Brasse aussi. Oui, mais je crois aussi que c'est lié à quelques hommes qui ont cru en leur territoire et qui ont eu envie de le défendre et de porter les valeurs jusqu'au bout. J'entends souvent mon père dire qu'à l'époque, beaucoup d'Aveyronais du Nord Aveyron sont partis à Paris. Mon père... Bien près du 2. Ouais. Non, ça ne marche pas. Si, ça y est. À l'époque, mon père n'a pas fait le choix. Il a fait le choix de rester au pays ici et de défendre ses couleurs. Et il y a eu quelques acteurs très forts et puis une espèce de symbiose et d'accélération collective pour défendre le pays. Voilà, ça tient au papa de Giraud qui a cru, qui a construit des choses, qui a modernisé la tradition. Et je crois que ça part de là, tout simplement. On va rebondir justement sur la modernisation de la tradition. Géraud, c'est une chose qui, à mon avis, est extrêmement importante dans le discours qui est porté par votre directeur, qui est porté par votre animateur, qui est porté par vous. C'est chouette, la tradition, c'est chouette l'authenticité, mais nous sommes bien en 2020. Le but du jeu n'est pas de refaire ce que l'on faisait. Le but du jeu est plutôt d'utiliser la tradition comme un rétroviseur. Je sais ce qui s'est passé derrière, mais je veux à tout prix aller de l'avant. C'est une dynamique particulière chez les coopérateurs de Jeunes Montagnes ? En tout cas, c'est un état d'esprit qu'on essaye de porter. Et là, je ne peux pas faire autrement que de citer une phrase que dit le président fondateur de Jeunes Montagnes et qui résume, à mon sens, complètement notre état d'esprit. C'est la tradition sans modernité est stérile, mais la modernité sans tradition est aveugle. Et c'est avec... les punchlines de l'Aubrac, hein, un truc spécial. Mais j'avoue que le local n'est pas le bocal est une bonne punchline aussi. Donc on va essayer de la garder aussi. Et bon, si vous voulez,
on ne peut pas rester enfermé dans une histoire qui nous a à un moment donné, bien entendu, porté, dont on se sert encore actuellement, mais on est obligé, dans nos pratiques, dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on communique, dans la façon dont on produit toutes les denrées dans notre coopérative, on est obligé de s'adapter au contexte actuel. Et forcément, on ne peut pas en permanence regarder en arrière. Juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et moi je pense que ce qui est important, c'est que ce qui a porté l'Aubrac et ce qui a fait que l'Aubrac est ce qu'il est aujourd'hui, c'est bien entendu l'ensemble des hommes emblématiques qui ont œuvré sur ce territoire, mais c'est aussi surtout les notions de synergie, de solidarité. Et je pense que ce qui était très important, c'est très tôt, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait s'ouvrir vers l'extérieur. Qu'il fallait s'ouvrir vers l'extérieur pour faire connaître notre territoire, pour faire connaître nos produits. Et on a eu d'excellents ambassadeurs avec la famille Brasse, la famille Conquet, et j'en passe, et bien d'autres. D'accord. Voilà. Merci Géraud. Benoît, on a décrit le paysage, l'ambiance de cette Aubrac qui réussit, de ce Laïol qui devient un peu un phare d'une certaine valorisation du patrimoine. Comment vous rentrez dans l'histoire? Parce que vous êtes plutôt de Rodez, vous n'êtes pas de l'Aubrac. Vous allez travailler chez les Auvergnats, Saint-Nectaire et Cantal aussi. Et Cantal aussi. Et vous venez vous installer ici, Mâche-Perquet. Déjà un attachement quand même à l'Aveyron, voilà, c'est pour ça que je suis revenu ici. Et puis, tout ce qu'avait mis en place la coopérative Jeunes Montagne et la filière Laïol, ça facilite quand même grandement l'installation d'un jeune hors cadre familial comme moi. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu pour ça que je suis... Pas plus, pas moins. Si, mais c'est vraiment... en tant qu'Aveyronnais, quand même, on va dire... l'histoire des Burons, etc., c'est quelque chose qui nous a bercé un petit peu, donc l'envie on va dire, d'aller vers ces produits-là. Après, maintenant, aujourd'hui, on est dans une fabrication qui se sert en fait de toute cette tradition, mais qui est quand même différente. Voilà, et c'est vraiment quand même le goût de ce produit qui m'a fait revenir ici. D'accord. C'est-à-dire que dans une mesure, vous auriez aimé connaître le travail dans un buron, d'être, je sais pas, Cantalès, Pastre, Bédelier ou Roule? En tant que producteur fermier, oui, ça aurait été quand même une sacrée expérience. Enfin, voilà, ça c'est sûr que après, aujourd'hui, moi je suis très content dans mon activité, etc. Là, il n'y a pas de problème. Et sachant qu'il y a quand même pas mal de gestes, d'outils, etc., dont on se sert et dont se servaient les buronniers à l'époque. Hein, voilà. Question totalement indiscrète. Est-ce que vous vivez de votre travail de producteur et de coopérateur? Oui, moi je vous êtes un GAEC, vous êtes deux sur les GAEC. Oui, voilà. On va dire que ce soit financièrement ou même en termes de qualité de vie. Et puis, c'est quelque chose que j'ai choisi. Donc, je savais les contraintes du métier. Je les avais testées pendant quelques années dans d'autres fermes, dans d'autres conditions. Donc, je savais où je mettais les pieds. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi... Vous ne m'avez pas répondu, hein, Benoît. Si, mais je vis très bien, oui. Voilà. Non, et... J'aurais pu faire marche arrière, etc. Et vraiment, à aucun moment, je regrette mon choix. Ça, c'est sûr. Hein. Ça fait 6 ans? Oui, depuis 2015. Et avant, j'ai fait quelques années de salariat dans d'autres exploitations, dans d'autres fermes. Ouais. Jacinthe, pardon. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Vous savez que vous pouvez prendre la parole. Même le public peut prendre la parole, poser des questions. Nous, on a lancé comme ça une demande de questions sur le net, puisque l'émission est diffusée sur différents sites internet. J'espère qu'on va... voilà. Serge m'apporte une question qui s'adresse... Ah ben, je suis désolé, juste avant... Vas-y, réagis, après je poserai la question. Je disais juste qu'un autre facteur certainement qui a pu jouer, c'est que sur l'Aubrac, les habitants ont compris que le patrimoine, il était vivant. Il était vivant, il n'était pas mort, justement. Il n'était pas muséifié. Ah, il n'était pas muséifié entre musées. Voilà, c'est ça. Il y a une coupure. Et je crois que ce patrimoine qui dit vivant, il doit évoluer. Et ça a été compris très évoluer, être recomposé, revisité pour s'adapter aux enjeux du présent et peut-être du futur. Donc c'est bien finalement ce que l'on dit dans ces questions de tradition qui finalement doit vivre et continuer. Voilà. Je fais la traduction. Vas-y, continue. Et cette notion d'authenticité que finalement j'affecte. Regarde, je te prête mon micro.
cette notion d'authenticité, effectivement, authentique par rapport à quand, par rapport à quoi. Donc parlons plutôt de ressources en construction, en production, en adaptation au futur et au présent, plutôt qu'une tradition ou d'un passé absolument à récupérer et à vouloir reproduire littéralement. Merci Jacinthe. Alors justement une question qui s'adresse à Jérôme Valadier, c'est Dominique de Besson-Chandès. Je crois qu'il ne faut pas chercher à y reconnaître un affineur célèbre de Saint-Nectaire. Avez-vous beaucoup échangé avec André, votre père, sur la fonction et les responsabilités de la présidence de Jeunes Montagnes? Vous avez pas une autre Eh question? ben, c'est pas moi, hein. C'est pas moi, hein. Non. C'est Dominique de Besson-Chandès. Écoutez, je pense que ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Bon, moi, j'ai accompagné papa. J'ai des souvenirs assez anciens de visites à la coopérative, encore dans les anciens locaux où il y avait très peu de personnes à l'intérieur, où le fromager, qui s'appelait Monsieur Poujola à l'époque, passait de la cuve de fabrication à la bascule pour vendre le fromage. Donc c'était un autre univers. Oui, c'était un autre univers. Ça s'est fait tout naturellement, mais après, bon, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément des familles, c'est des collectifs vraiment qui ont porté ce territoire. Hein, et après, bon, bien entendu que l'expérience, on essaye d'aller la chercher là où elle est. Et forcément, quand on a un papa qui est le président fondateur, certaines choses sont facilitées et d'autres sont un peu plus compliquées. Voilà, c'est ça. Il doit y avoir quand même une grosse pression. Une grosse pression, je sais pas. Encore une fois, il ne faut pas personnaliser les choses. C'est ce qu'a dit d'ailleurs votre papa hier soir. Exactement. Il a dit dans son discours d'inauguration de cette fête du Laïol AOP, il a dit arrêtez de parler des familles ou des gens, parce que c'est avant tout une histoire de groupes, d'individus qui se réunissent et qui mettent en route quelque chose. Et il a assisté les 5 créateurs de la coopérative. Voilà. Et dans des réussites comme celle-là, que ce soit celle de la COP ou d'autres, ce qui est important, c'est vraiment la transmission qu'il peut avoir entre les collectifs, parce que c'est les producteurs, c'est les salariés, c'est les conseils d'administration qui se sont succédés, qui ont permis de faire cette réussite-là. D'accord. Je vous appelle en 30 secondes, non pas que je ne veux pas continuer à discuter avec vous, mais il faut profiter quand même de la fête du Laïol AOP. Je vais aller jusqu'au stand justement de Jeunes Montagnes, qui est juste en face du plateau de l'étonnant festin MFM, et je vais y rencontrer Émilie. Émilie, je suis là, Émilie. Venez me rejoindre, Émilie. C'est le stand de pas seulement Jeunes Montagnes, vous avez aussi tous les producteurs fermiers. Oui, tout à fait. Alors, combien de producteurs fermiers? Là, il y en a 5. 5 qui sont présents. Moi, je voulais juste qu'on rentre un peu dans le détail de ces fromages. On m'a toujours dit que le fromage qui était produit avec de la pâte d'herbe était mieux que celui qui était produit avec du foin en hiver. Alors, c'est une histoire de goût. Vous êtes commercial, vous, non? C'est ça. On va dire que le fromage qui est fait en lait de pâturage est un peu plus fruité et floral, exprime toutes les saveurs des fleurs des beaux pâturages de l'Aubrac. On peut venir vous voir, on goûte. Si on est d'accord, on achète et on part avec 3 kilos de fourme de Laïol. C'est ça. On n'est pas obligé de partir avec 3 kilos, mais... Je vous avais dit qu'on parlerait de la crème de petit lait, mais comme vous ne vouliez pas, je n'ai pas posé la question. Mais on essaiera, j'en parlerai avec Géraud. Je vais aller juste chez Conquet, rapidement, pour rencontrer Casimir. Benaki, Passadaki. Par là, vous me parlez pas, toi? Mbouchinou. Casimir Conquet, célèbre. Moi, je connaissais même un réalisateur de télévision qui faisait Pyramide comme émission, qui commandait des saucissons chez vous. C'est quoi? Pourquoi les produits Conquet sont aussi connus dans la France entière? Pourquoi les produits Conquet sont aussi connus? C'est une histoire de famille qui a démarré dans les années 50 sur le Nord-Aveyron, sur le plateau de l'Aubrac. Et une histoire de persévérance, comme j'ai entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec les matières premières du plateau de l'Aubrac... Non mais sérieux, les cochons viennent toujours de l'Aubrac? Tout à fait. Non, je vous crois pas. Si. La famille Magne à 5 km de Laïol. Tout à fait. Et après, les recettes familiales qu'on a préservées et qu'on a maintenues au goût du jour. Alors, je suis entré dans le magasin Conquet ce matin, parce que enquête, investigation, reportage, c'est la base du métier, et j'ai adoré l'exposition de pastres, que les Lozériens appellent sac d'os. D'Aquecoy, un pastre? Un pastre, c'est un pot-au-feu de cochon
comme dans le Nord-Aveyron, on valorise tout, comme dans le canard, le cochon, tout est bon. Et donc, on fait un pot-au-feu de cochon qui sèche sur la perche et qu'on mange en dernier. En fait, c'est des petits morceaux. À la fin, ah, il y a un autre homme. L'anecdote du pastre, en fait, c'est que le boyau, c'est l'appendicite du cochon. Et quand il tuait le cochon dans les fermes ou dans les maisons, il pendait la saucisse et les saucissons. Il était au bout de la perche et il commençait à manger la saucisse, il commençait à manger les saucissons après. Et le pastre, ça veut dire que c'était le berger. Il gardait la saucisse et les saucissons. C'est pour ça qu'il n'y en avait qu'un. Alors le mot pastre, enfin, c'est le berger en France. Mais ils étaient dans le bureau. Il y avait le cantalès, le pastre. Voilà, mais c'était le berger. Alors c'était imagé, si vous voulez. Dans les fermes, ils gardent la saucisse et les saucissons parce qu'ils le mangeaient en dernier. Bon, on vient chez Conquet, on goûte. Pareil, on achète 1 kg de saucisson comme on achète 7 kilos de fourme de l'aïeul et il n'y a aucun souci. À plus tard. À Dichatz. Je regagne là-bas. Je vais poser une question justement à Seba. Là, on vient de parler du pastre, on parle de produits qui sont très inscrits dans le territoire. Est-ce que c'est une matière première, ces produits transformés, saucissons, boudins, etc., que vous pouvez à la rigueur utiliser dans votre cuisine? Alors, c'est marrant que tu parles de ça, justement, de ce fameux pastre auquel je suis très attaché, pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques années, j'avais reçu un critique gastronomique au Suquette, et à ce moment-là, j'avais... Lequel Luc Dubanché. Ah oui, Fondateur d'Omnivore. Fondateur d'Omnivore, qui est aujourd'hui... Merci monsieur, c'est pour toi celle-là. Mais vas-y, finis. Et du coup, à ce moment-là, j'avais un plat à la carte confectionné à base de pastre, donc vraiment quelque chose de très très local. Et ce plat-là, lorsqu'il l'a dégusté en salle, je l'ai vu les larmes aux yeux. Et quelques mois plus tard, j'ai appris que c'était grâce à ce plat-là qu'il m'avait décerné le prix de créateur de l'année. Voilà. Comme quoi, la tradition, c'est aussi de la création. C'est de la création, c'est de la réinterprétation, c'est de l'appropriation. C'est ce qui en fait finalement après chez nous une cuisine très personnelle, mais très ancrée une fois de plus dans son territoire. Sébastien, c'est Jean-Luc de Pierrefort qui me pose une question pour toi. Les chefs cuisiniers sont aujourd'hui très friands de télévision. C'est vrai qu'il y en a partout. Auriez-vous un jour votre propre émission pour parler de l'Aubrac? Valoriser l'Aubrac, oui. Ma propre émission de télé, il ne faut pas tout confondre. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis bien derrière mon piano à valoriser une fois de plus le pays. J'entends en creux une critique. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, la cuisine est mise à l'honneur sur le petit écran et je trouve que c'est très bien parce que ça suscite énormément de vocations, de jeunes qui ont envie d'embrasser le métier. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Mais voilà, c'est un métier à part entière et ce n'est pas le mien. Merci Séba. Géraud, une question justement par rapport à cette histoire de la valorisation. J'ai l'impression que les agriculteurs, les groupements agricoles, les marques, les appellations s'inspirent et font travailler beaucoup de boîtes de communication et de marketing. Est-ce qu'il n'y a pas un non-sens entre l'authenticité d'un produit, d'une fabrication et des boîtes qui sont un peu des bulldozers de la communication? Peut-être un petit peu. Après, si je prends l'exemple de ce qui se passe à la coopérative Jeune Montagne, hein, en fait, il faut jouer un petit peu sur tous les tableaux. On ne peut pas faire comme si les réseaux sociaux n'existaient pas, comme si les nouvelles tendances de consommation n'existaient pas. Donc, on est obligé de s'intéresser à ces nouveaux types de communication, ces nouveaux canaux de communication. Et en même temps, depuis quelques années, à la coopérative Jeune Montagne, on a mis en place des visites de ferme sur nos exploitations, où on est une dizaine de fermes à recevoir pendant les vacances d'été, 2 fois par semaine, je crois que c'est le mardi et le jeudi. On reçoit à peu près 25 personnes par exploitation, où on leur fait découvrir d'où vient le lait qui va à la coopérative, comment il est produit, par quelle personne il est produit. Et en fait, ça aussi, c'est de la communication, et c'est une communication vraiment très territoire. Intimité, mais encore une fois, on est obligé, la modernité est importante aussi. Benoît, suite à ce que vient de raconter Géraud, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous le faites, de recevoir des gens qui bagnodent, qui se baladent, des touristes plutôt curieux, qui viennent vous voir en disant « mais c'est quoi votre boulot ?» Mais nous, la ferme, là où je suis, on participe donc à ces visites de ferme mises en place par la coopérative. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant et
À mon avis, c'est un format qui permet de prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait. On peut vraiment aller voir les animaux, voir la traite, goûter les Serge. produits, etc. Et donc là, on a vraiment le temps d'expliquer notre métier. Le style de vie aussi, on va dire, qu'on a ici dans nos régions, où c'est souvent différent du style de vie qu'ils peuvent avoir dans des... C'est-à-dire, ça m'intéresse ça. Mais par exemple, il y a plein de choses différentes. L'accès, par exemple, au loisir, la relation à la nature, par exemple. Enfin, c'est vrai qu'ici, nous, on a la chance d'habiter dans un hameau un peu isolé. Donc, voilà. Non, mais avoir une herbe comme ça, je remarquais que c'était essentiellement de la fétucovine. Oui. Et je disais, c'est une des plus belles herbes qui existent pour s'allonger dans l'herbe. Parce qu'elle est fine, elle est douce. C'est vrai. Ça peut être ça. Oui, voilà. Non, et pour élever des enfants, par exemple, nous, on a trois enfants en bas âge. C'est vrai que c'est quand même des conditions qui sont assez idylliques, on va dire. Voilà. Benoît, j'ai une question pour vous. Je ne sais pas, alors une personne qui ne veut pas dire qui elle est, Oui. et qui me dit, les Simmental sont-elles des vaches heureuses en Aubrac? Ne vaudrait-il pas mieux utiliser des bonnes grosses Primolstein où la lactation est plus importante? Je pense Il est vicieux, lui. Hein, moi, oui, je trouve. oui, mais c'est pour ça qu'il n'a pas dit son nom. Mais non, mais après, c'est vrai que les Simmental, je pense, c'est une race qui a été adoptée par le territoire et Qui vient d'où? qui vient vraiment l'origine de la Simmental, c'est la vallée de la Cime en Suisse, mais on appelait la Pirouge de l'Est, qui était le berceau français, c'est plutôt l'Est de la France, voilà. Et je pense que dans l'Aveyron, et notamment sur l'Aubrac, elle a vraiment trouvé un terroir, et nous, elle nous a beaucoup servi dans, on va dire, une certaine revalorisation de la qualité du lait, voilà, à un moment donné, dans les années 80-90, quand il y a eu des évolutions du cahier des charges, ça a été beaucoup basé sur la Simmental. Parce que voilà. un truc que je comprends pas bien, faut m'expliquer. Oui. Et Jérôme peut vous aider. C'est-à-dire que vous avez un fromage, l'aïeul, qui était normalement produit avec une vache caractéristique de la région qui s'appelle l'Aubrac. Oui. Pourquoi aller chercher des Simmental quand vous avez des Aubrac sous le coude? Voilà, donc les Aubrac, c'est vrai que c'était la race qui était vraiment liée au terroir et aux produits. Malheureusement, elle a failli disparaître dans les années 70 par là. On va dire sa porte de salut, ça a été quand même d'aller vers une production plutôt allaitante, plutôt viande, avec des caractéristiques très rustiques. On explique Voilà. rapidement pour les gens qui ne connaissent pas la production agricole, c'est-à-dire qu'on laisse le veau sous la mer, Voilà. ce veau va profiter du lait de la mer, après il va se mettre à brouter, il va faire un jeune bovin qui sera valorisé en viande. Voilà, c'est ça. Et donc Moins de travail. Oui. Mais bon, enfin, après, c'est différent. Voilà. Donc la production laitière avec l'Aubrac a été complètement abandonnée à un moment donné, quasiment. Et donc, sur l'Aubrac, comme partout en France, la production laitière s'est tournée vers des races spécialisées. Donc, il y avait notamment la Primolstein, avec tous les problèmes de qualité qu'on pouvait avoir ici, puisque ce n'était pas une race forcément très adaptée aux rations qu'on avait sur l'Aubrac, à base de foin, etc. Voilà. Et Donc, donc, on retombe sur l'histoire de la vache heureuse d'André Valadier. Voilà. Et donc, le choix a été fait de partir sur une race, la Simmental, qui était beaucoup plus adaptée au territoire, avec un lait qui correspondait vraiment à ce qu'on recherchait pour le produit et qui était très semblable à ce que l'on pouvait retrouver au niveau des caractéristiques physico-chimiques sur le lait de l'Aubrac. Il y a Géraud qui veut apporter. Si je comprends bien, en fait, la Simmental est à la fourme de l'aïeul, ce que la Montbéliarde est au Saint-Nectaire. Oui, on peut le dire un petit peu comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut dire et ce qu'on constate, c'est que c'est quand même la Simmental qui, à un moment donné, a sauvé le fromage de l'aïeul. D'accord. On n'aurait pas eu la Simmental avec ses caractéristiques, mais Benoît l'a très bien dit, de race, c'est une race de montagnarde, fromagère, bien adapté à notre territoire, le fromage de l'aïeul n'aurait pas survécu. Mais on n'oublie pas quand même la race d'origine. Vous parlez de la race Aubrac, et nous avons quand même un programme depuis un certain nombre d'années de réintroduction de la race Aubrac au sein des exploitations laitières de jeunes montagnes. Alors nous n'allons pas remplacer la Simmental totalement, mais quand on est, comme nous, producteurs d'appellations d'origine, origine, ça fait appel à l'histoire. Donc on ne veut pas oublier la race qui est à l'origine de notre produit. On retombe sur la discussion éternelle de tout à l'heure. Exactement. La tradition qui doit nourrir la modernité. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de vaches Aubrac qui sont dans les troupeaux des éleveurs jeunes montagnes.
pour aller dans le prolongement de cette race Aubrac, etc. On a compris grosse réussite de l'Aïeul, de l'Aubrac, du fromage, de restaurants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil critique? Je sais qu'aujourd'hui vous travaillez beaucoup sur le tourisme. Est-ce qu'il n'y a pas un seuil critique à gérer pour ne pas devenir... Justement, j'allais réagir un petit peu à ce que disaient Géraud et Benoît, parce qu'effectivement, cette visite de ferme autour du métier d'agriculteur, elle est fondamentale pour communiquer déjà sur le métier d'agriculteur, sur le produit et sur l'acte de production. C'est extrêmement important aujourd'hui pour donner à voir aussi les méandres du métier qui a pendant longtemps été très dévalorisé finalement. Ouais. Je suis plus précis dans ma question, en disant est-ce qu'il y a un seuil limite où à un moment donné on bascule non plus dans une authenticité, dans une mise en valeur d'un territoire, mais dans une folklorisation où on va se mettre un chapeau pour faire croire qu'on est du pays. Alors moi je travaille beaucoup sur l'agritourisme justement, il y a ces deux configurations où on a d'un côté des exploitations agricoles qui justement basculent très vite dans ce que tu dis là, c'est-à-dire la folklorisation à tout prix, j'allais dire être tout ranger, cacher les animaux malades, mettre en place, on va dire, une exploitation hyper professionnalisée du point de vue du tourisme et pour absolument correspondre à une demande extérieure, j'allais dire un resort à la campagne. Oui. Et puis de notre côté, on a effectivement une volonté de certains agriculteurs de rester vrai, de communiquer une identité, je dirais, dans sa véracité, c'est-à-dire avec aussi ses difficultés, avec la pénibilité du métier, avec aussi des éléments et des ressources à montrer qui sont de l'ordre de la culture, de l'élevage, du savoir, du savoir-faire et qui s'adaptent, je dirais, aussi à une clientèle extérieure, mais pas seulement, où l'idée c'est quand même de transmettre ce qu'est aujourd'hui le métier d'agriculteur. Et je crois que c'est extrêmement fondamental aujourd'hui pour rétablir une certaine vérité. Une question qui arrive par le net de Charlotte de Clermont-Ferrand. Comme quoi l'Aubrac n'est pas seulement basculé sur Montpellier et sur Toulouse. Clermont s'intéresse aussi à l'Aubrac, je dis ça comme ça, c'est une petite blague, parce que je sais qu'il y en a certains à l'Aïeul qui soutiennent le Stade toulousain. Je me tourne vers la Maison Brasse. Et il y en a d'autres qui soutiennent l'ASM. Je me tourne vers plutôt Jeunes Montagnes. Je dis ça comme ça, je dis rien. En tout cas, c'est une question pour toi, Jacinthe, de Clermont-Ferrand, Charlotte. Le monde agricole, syndicats de producteurs, AOP, AOC ou IGP, font très souvent appel à des... C'est dans le prolongement de notre discussion. Font appel à des boîtes de com ou de marketing. N'aurait-il pas plus de profit à se tourner vers des chercheurs en sciences humaines, ethnologues, géographes, sociologues, ou à... Alors ça c'est une bonne question effectivement, mais je crois que ces différents acteurs-là ou ces différents corps de métiers finalement, que ce soit les chercheurs ou les communicants, ont des rôles extrêmement complémentaires. Tout dépend à quel moment on va les solliciter aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les métiers de la communication ou ces boîtes de com dont tu parlais justement, Eric, à l'instant, elles arrivent, je dirais, presque en dernière étape. C'est pour un rôle de diffusion, de médiation et de donner à voir qui l'on est. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Oui, alors elles arrivent en première histoire. En premier. Et les SHS, justement les sciences humaines et sociales, qu'on soit sociologues, géographes, anthropologues, ethnologues, etc., ont réellement un rôle d'identification. C'est-à-dire que c'est grâce théoriquement à eux qu'il y a une sorte de désignation, d'identification pour ensuite effectivement mettre en avant dans la diffusion et la valorisation. Donc, je pense qu'effectivement les corps ou les acteurs là tels qu'on les nomme sont extrêmement complémentaires, mais dans des temporalités différentes dans la démarche de valorisation. Je vous rappelle que Menu Festin Massif, MFM, cette émission qui s'est déplacée pour les 60 ans de l'appellation d'origine protégée l'Aïeul, est aussi une association qui s'appelle Étonnant Festin, et nous publions chaque année un truc qui s'appelle le solide almanach nourricier du Massif Central. C'est cadeau, Jacinthe, c'est pour toi, Séba, Géraud, et dans 2 mois, je vous appelle pour faire une petite interro. Il y a d'ailleurs un article sur le pastre, il y a un article sur le galabar, il y a un article, il y a plein d'histoires dedans, et vous avez une carte à la fin, Géraud, éditée avec l'université de Clermont-Auvergne, qui recense toutes les appellations d'origine protégées du Massif Central. Ça va du chasselas de Moissac et ça monte jusqu'au bœuf de Charolles. Il y a toutes les tripes d'agneaux, les traînelles, les péquites, les manouls, les tripous, qui est un truc totalement dingue sur le Massif Central. C'est les tripes d'agneaux farcies. On fait. Je me tourne des questions dans le public ou pas de questions? Non, pas de questions. Vous avez, monsieur veut poser. Attendez, j'arrive, monsieur.
Non, il faut le faire en vrai, parce que si on le fait en faux, c'est pas rigolo. Hein. Déjà, je vais vous demander, vous vous appelez comment? Je sais pas. Si, je veux votre nom. Laurent Terrasson. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir si à la cantine, Monsieur Bras avait mangé du layol, l'aligot, et puis si c'était de tradition à la cantine de manger de l'aligot. Si on peut servir en fait de l'aligot, et pourquoi pas de la forme de... Vous avez aussi une question? Bon, déjà, on répond à celle... je me déplace. Séba, est-ce que tu es au courant si la cantine de l'Aïol sert de l'aligot, voire de la fourme de l'Aïol? Bah, écoute, j'y suis pas tous les jours, mais j'espère, hein, une fois de plus, c'est l'ancrage dans le territoire, et si nos enfants ne l'ont pas, c'est la fin de tout. Donc voilà, après tout est une question évidemment d'équilibre, on ne va pas manger de l'aligot tous les jours, ni peut-être du fromage, mais en tout cas, je crois que... Belaoubé, un pao. Voilà, c'est ça. Géraud, est-ce que vous vendez à la... Ce monsieur, je crois, travaille dans la presse de la restauration collective. Donc sa question était plus large. C'était est-ce que vous servez est-ce que vous vendez de la fourme de l'Aïol à la restauration collective? Oui, je pense qu'il y a quelques séquences territoriales aussi dans les cantines du secteur. Et bien entendu, nos enfants, de temps en temps, mangent un peu d'aligot et de fromage de l'Aïol. Avec la difficulté qu'on peut avoir que le fromage de l'Aïol est un fromage au lait cru, et avec la réglementation actuelle, on est un peu gêné pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà. D'accord, bien noté. Cette dame voulait poser aussi une question. Ça vous embête de vous approcher? Je vous tends mon micro, vous me dites qui vous êtes et vous me donnez votre question. Est-ce qu'on y arrive? Bonjour, je suis Karine, originaire d'ici. Ma question concerne plus sur les problématiques actuelles du changement climatique, et je voulais savoir si le territoire était confronté à ces sujets-là, notamment le problème de manque d'eau, manque de fourrage, et voilà, avoir votre regard là-dessus. Peut-être Benoît? Benoît, pour commencer? Parce qu'on en a parlé un peu au téléphone, Benoît, c'est pour ça que je vous tends le micro. Oui, c'est vrai que on le voit, aujourd'hui on est en plein, hein, c'est compliqué pour nous, c'est une problématique, on va dire, qui est récurrente quand même depuis quelques années et sur laquelle on travaille. Alors c'est vrai que dans une appellation d'origine contrôlée, avoir le climat de notre terroir qui évolue, c'est quand même compliqué, sachant qu'on a on va dire des processus de fabrication qui sont normés, qui sont encadrés par un cahier des charges. Et c'est vrai que le dérèglement climatique, il change pas mal de choses. Alors c'est au niveau de la Mais quoi, il faut essayer de prévoir, d'ajuster, de comprendre. C'est ça, ça décale des dates de sortie de vache à l'herbe, de fenaison, voilà. Donc il faut adapter tout ça. Après, il y a pas mal de travail qui est fait sur l'appellation pour justement essayer de s'adapter au mieux et d'adapter, on va dire, notre façon de faire du layol pour garder les caractéristiques du produit et pouvoir s'adapter quand même au changement climatique. C'est bon, la réponse vous convient, madame? Du moins, vous convient. Elle rentre dans le champ des possibles des réponses sur une question comme ça. Si je peux bien sûr. Cette question est vraiment, enfin, à mon sens, pour des filières comme les nôtres, cette question elle est fondamentale. Et pour ne pas dire c'est la principale, puisque nous, l'essentiel de la ressource, elle est basée sur l'herbe. Donc à partir du moment où on a des facteurs climatiques qui mettent en péril cette ressource, forcément ça nous interroge. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est collectivement, on souhaite réfléchir spécifiquement à cette problématique au sein d'un groupement d'intérêt environnemental et économique pour permettre aux exploitations de s'adapter le mieux possible, sachant qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus rapide. Donc il y a vraiment une urgence à se préoccuper de ces questions-là. Merci Géraud. Juste une minute pour dire au revoir à Sébastien, parce que Sébastien, le sérieux est vraiment un truc important. Il faut être en cuisine. Il faut partir défendre les couleurs du pays dans 10 minutes. Dans 10 minutes, donc on va vous libérer. Merci beaucoup. Juste une question, la tradition pour vous, le repas de la brigade, c'est avant ou après le coup de feu? C'est juste avant le coup de feu. D'accord. Et on peut imaginer qu'il y a un morceau de fourme de l'Aïol? Il y en a tous les jours, évidemment. Bon, d'accord, merci. Je crois qu'on peut applaudir Sébastien Bras, s'il vous plaît. Merci beaucoup, on te laisse regagner. L'escalier est là, va pas sauter, va pas te tordre une cheville.
À très vite, à très bientôt et encore merci. Jacinthe, je crois que c'est intéressant d'écouter en fait ce que dit la profession agricole par rapport à ces histoires de changement climatique, parce que c'est une notion que doit aussi prendre en charge les sciences humaines en essayant d'accompagner sur comment aborder en fait ces problèmes de changement climatique. On parle bien de changement climatique et pas forcément de canicule, parce que le changement climatique, il peut jouer de quantité de manières. Est-ce qu'aujourd'hui les sciences humaines s'approchent des sciences dures pour essayer d'échanger, essayer d'accompagner en fait le monde économique paysan? Oui, il y a des projets de ce côté-là, mais depuis déjà quelques temps, et notamment sur tout ce qui est transition touristique, transition climatique, transition énergétique. On est quand même sur des problématiques de transition fondamentales. La crise sanitaire nous a aussi appris à s'interroger sur ces questions de résilience, d'adaptation et du jamais fini, quoi, j'allais dire, où finalement on met en place des choses qui se renouvellent et qui se re-questionnent à chaque fois. Et aujourd'hui, nous, en sciences humaines et sociales, alors on est un pool d'enseignants-chercheurs, effectivement, on travaille sur les questions de transition touristique et évidemment le changement climatique est intégré. Parce qu'on sait bien que les gens vont peut-être pas aussi, en tant par exemple que touristes, imaginer préparer leurs vacances sur la côte d'Azur par exemple dans les 20 prochaines ou dans les 50 prochaines décennies. Donc on est bien sur une attractivité de territoire peut-être plus isolé, plus oxygéné, et on va voir apparaître des changements de pratiques réelles de vacances et puis de consommation d'une manière générale. Merci beaucoup, Jacinthe. On va profiter quand même, on est à une dizaine de minutes de la fin de cette émission. Je vais demander à Michel qui est l'animateur de cette fête du Laïol. Qu'est-ce qui se passe juste après MFM, l'émission de l'Étonnant Festin en direct de Laïol? Nous allons partir vers la découverte du bœuf fermier Aubrac avec Claire Védrine et Patrick Mouliane. Puis tout de suite après, nous partirons sur un atelier culinaire avec la Maison de l'Aubrac qui défendra ses fabrications. Puis nous aurons évidemment l'atelier culinaire qui réunira les chefs notamment du lycée hôtelier de Saint-Chély d'Aubrac, Mathieu Roy, Jean-Charles Brunel, Fabrice Hosty, avant de partir sur une animation de fabrication avec Franck Bourrel qui vous attendra sur son stand. Ensuite, nous aurons Sergio Calderon qui est le sommelier de la Maison Bras et en même temps la traite des vaches avec Maxime Caillol. Puis ensuite, nous partirons vers le concours de fin d'après-midi de tous ces ateliers culinaires qui sera arbitré par Michel Bras. Je crois qu'on peut applaudir Michel, s'il vous plaît. C'est mou comme applaudissement. Recommencez. Merci Michel. Il est formidable comme animateur. J'aurais rêvé pouvoir faire de l'animation comme ça, organisée, pensée, élégante. Merci Michel. Et vous l'avez pendant toute la journée pour vous accompagner. On parle d'animation, Géraud. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture a forcément besoin d'animation pour exister ? Forcément, en tout cas des filières comme les nôtres, on ne peut pas se passer d'animation pour exister. Et ça fait, je pense que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille sur ce sujet-là, ne serait-ce qu'au sein même de la coopérative Jeunes Montagnes à Laïol, où nous avons une galerie de visite qui est une animation en soi. Et nous sommes assez fiers de dire qu'à Jeunes Montagnes, nous accueillons par année entre 100 et 110 000 visiteurs. Donc, ce matin, je suis allé à la vente directe à Jeunes Montagnes. Je suis arrivé très tôt parce que j'ai rendez-vous avec votre directeur pour l'entretien. Je me dis, j'achèterai un morceau de fourme en sortant. J'ai pas pu. Il y avait une queue qui allait jusqu'à l'extérieur. Il vous faudra venir un petit peu plus tard. Ah non, je ne viens plus, c'est trop tard. Maintenant, je vais acheter du salaire. Non, mais la notion d'animation, elle est très forte et très importante. Et je le remets en lien à nouveau avec les visites de ferme, qui sont aussi des animations basiques, hein, mais les gens sont de plus en plus demandeurs de ce type d'animation. Benoît, c'est une question pour vous, parce que cette émission MFM, l'Étonnant Festin, par exemple, aujourd'hui, nous sommes reliés par la chaîne des chaînes, qui est la chaîne de l'association qui porte la candidature capitale européenne de la culture de Clermont-Massy Central 2028. Cette histoire de capitale européenne, ça évoque quelque chose pour vous? Il y a une attente, il y a un questionnement. J'aimerais bien que vous nous racontiez, quand je vous dis, est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur 2028 et la capitale européenne de la culture avec Clermont? Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que... Mais qu'est-ce que vous en attendez? Peut-être de pouvoir avoir... on a des régions où, notamment l'hiver,
on a peut-être un accès à la culture qui est un peu plus compliqué. Donc si on peut avoir des spectacles qui peuvent venir... Qui viennent vous voir. Voilà, ça peut être très bien. Et puis après, aussi que les gens viennent dans notre territoire pour... et après, lier, pourquoi pas... C'est déjà fait dans pas mal de fermes et à certaines occasions, mais lier la production agricole avec des événements culturels, ça c'est vrai que c'est... Jacinthe, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté dans ces projets de capitale européenne qui sont d'énormes machines? On a vu le MUSEM apparaître à Marseille. D'ailleurs, tout le monde nous parle de la coquille et rarement des collections qui proviennent des MNATP, du Musée national d'art et tradition populaire. Est-ce que ce n'est pas un enjeu compliqué, cette bascule ou ce dialogue qui a du mal à s'installer entre culture populaire et culture académique, des spectacles de danse, de théâtre, de cinéma, nanana, et en fait ce que portent ces messieurs par leur travail, de l'ordre de la culture populaire? Oui, d'ailleurs, effectivement, je pense que ça ne va pas de soi. Hein. Cette alimentation n'est pas forcément, n'appartient pas automatiquement ou systématiquement au domaine de la culture. Donc si cette labellisation ou si cette démarche permet, je dirais, de renforcer ce lien entre culture et alimentation, à montrer finalement que notre alimentation fait partie, est une composante à part entière de notre culture, je pense que c'est formidable aussi. C'est un événement qui pourrait permettre, je crois, de dissocier ou dans tous les cas de démocratiser ou dans tous les cas de mettre du dialogue entre culture et agriculture, justement. Donc je crois que c'est aussi peut-être un défi, parce que les capitales européennes de la culture, c'est très souvent centré sur, je dirais, une certaine culture peut-être un peu élitiste. Donc est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est pas un défi, un challenge que de mettre l'agriculture et les ressources agroalimentaires ou nos patrimoines alimentaires au cœur de cette culture, justement. Ouais. Et d'arrêter de parler de consommateurs, mais parler plutôt de mangeurs. Voilà, par exemple, de mangeurs, puisqu'on est tous des mangeurs. Alors on mange 3 fois par jour, mais pas uniquement pour des questions purement nutritionnelles, mais aussi pour des questions sociales, culturelles, justement, d'appartenance à un groupe. Merci beaucoup, Jacinthe. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes monté spécialement de Toulouse pour venir participer à cette émission. Bon, vous avez été voir aussi un peu la famille, hein. Donc c'est plutôt chouette. Pour conclure cette émission, on arrive tout doucement à la fin. C'est quoi votre rêve sur les années à venir pour Jeunes Montagnes et les producteurs de fourmes de l'aïeul de l'Aubrac? Allez-y. Non, ça va marcher. Oui. Alors le rêve, je pense que pour moi, il est plus large et il ne s'arrête pas aux producteurs de Jeunes Montagnes, mais même si j'ai bien entendu une pensée particulière pour eux, mais c'est que des territoires comme les nôtres, comme le territoire de l'Aubrac, qui, ça a été dit à plusieurs reprises, qui est quand même un territoire isolé et qui à un moment donné a trouvé le moyen de tirer son épingle du jeu. Et de créer de l'économie et de faire de l'aménagement du territoire. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les synergies qui ont été créées à l'époque, elles perdurent dans le temps entre tous les acteurs, qu'ils soient producteurs agricoles, qu'ils soient professionnels du tourisme, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient professionnels de l'agroalimentaire, que la synergie continue sur l'Aubrac et qu'on arrive et qu'on continue à faire vivre correctement ce territoire, qu'on travaille sur nos exploitations par effet induit, la vivabilité et la viabilité de nos systèmes. Merci beaucoup. De nouveau, histoire de relais. Je vous repique le micro. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Benoît. Merci, Jacinthe. On remercie Sébastien qui est parti au travail. Remerciements aux Dolt qui nous ont permis de goûter ce vin d'Estaing. Bien sûr, au l'aïeul AOP, on a pu goûter du fermier, différents types d'affinage de fourmes de l'aïeul. Le champ est libre, allez manger de la ligo, pas trop non plus, ou alors vous allongez dans l'herbe. Je vous ai dit que c'était de la fétucovine, c'est formidable pour s'allonger. Et puis découvrir toutes les animations. Michel est là pour vous accompagner. L'aïeul, le l'aïeul AOP fête ses 60 ans, c'est à l'aïeul. Mercheplo, a une autre écho et Manazabous. Oui, monsieur Carasson, vous avez une autre question?